Alors vous avez des micros devant vous. C'est un vaste sujet que d'anticiper effectivement un afflux de visiteurs sur un territoire comme le nôtre. On est sur un territoire rural. Bourges et son agglomération, c'est environ 1 million de visiteurs toute l'année, avec un pic de fréquentation bien sûr qui est du 15 juillet au 15 août. En 2028, on nous annonce, on va le voir dans quelques minutes avec toi, Sébastien, on nous annonce un afflux beaucoup plus important de visiteurs sur le territoire. Donc c'est un événement qui va durer 365 jours pratiquement. Donc Sébastien, comment au niveau de l'agglomération, vous donnez des clés pour que des acteurs privés et des opérateurs comme nous, comme la CCI Centre Val-de-Loire, puissent s'organiser pour là aussi avoir une satisfaction globale des visiteurs. Bonjour, merci Ludovic. Donc, comme tu l'évoquais, notre souci à l'agglomération, c'est justement d'accompagner les acteurs de l'économie, compétences économiques, sur cet enjeu, sur ce projet qui est Bourges Capitale Européenne de la Culture. Quand on a été lauréat de la capitale européenne, on a souhaité pouvoir justement accompagner les entreprises de l'hôtellerie sur cet enjeu, en identifiant les enjeux posés par l'événement. Tant en matière d'accueil et surtout de maximisation des retombées économiques et touristiques. Et aussi, de nouveaux porteurs de projets arrivés. Et un des gros enjeux qu'on s'est posé, c'est comment éviter la surcapacité. L'objectif, c'était savoir où on allait. Est-ce qu'on était assez étayé, assez étoffé en termes d'hébergement, ou est-ce qu'on en avait trop? C'était vraiment un problème. Je vois M. Pinon qui était entrepreneur et qui était en train d'investir. M. Faller, maintenant qui est peut-être là, et rénover ses hébergements. Où allaient les entrepreneurs face à cet enjeu? Donc, on a missionné une étude avec le capitaine KG, qui a remporté l'appel d'offres, un bureau d'études qui est connu pour son analyse des enjeux business. Donc ça nous allait très bien. C'était pas vraiment une étude territoriale, c'est une étude entrepreneuriale. Et d'ailleurs, on a demandé à MKG quelque chose qui n'était pas simple, qui était d'estimer le flux de visiteurs à venir. Alors je vous cache pas qu'MKG n'était pas très à l'aise, parce que justement ils sont beaucoup plus à l'aise pour imaginer un business plan, pour imaginer des retombées économiques, et percevoir, voir l'avenir, c'est pas évident. Donc MKG a fait un travail avec 12 capitales européennes pour voir un petit peu ce qui pouvait être identifié comme enjeu. Ils ont fait une méthodologie basée sur deux types d'indicateurs. Une méthodologie qui était basée à la fois sur la taille des villes et une méthodologie basée sur le nombre de nuitées dans les hôtels. Parce qu'en effet, forcément, comparer Lille avec Mons, 226 000 habitants contre 95, c'est pas évident. Bourges, 100 000 autour. Donc ils ont à la fois regardé l'impact en termes de visiteurs qu'avaient eu ces différentes villes, en fonction de leur taille, et aussi en se basant sur le nombre de nuitées qui sont passées sur ces villes-là pendant l'année capitale, pour voir, nous, Bourges, qui sommes particuliers, nous sommes une ville moyenne de France, combien ça pouvait faire. Merci. Et donc, leur analyse sur ces deux types de critères arrive à une estimation entre 1,9 million et 2,6 millions visiteurs sur le territoire. Estimation haute, estimation basse. Vous voyez le pic qui apparaît, c'est le pic de 2028. Donc la montée en puissance, 2026, 2027, 2028, et un plateau qui suit 2028. Ce plateau, ils l'ont identifié suite justement à l'expérience des autres capitales européennes. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure quand on parlera de l'héritage et de la suite de la capitale européenne, et un élément qui est très important à prendre en compte. Donc, cette capacité à faire durer l'effet, que l'on voit après, bien sûr, dépend de nous, si nous sommes collectivement capables de mieux accueillir
pour accueillir plus. On fait la suite de l'atelier tout à l'heure. Si tu peux mettre la diapositive suivante. Donc, pour savoir, donc, on a une estimation, on a estimé que, en effet, comme je disais, Ludovic, on aurait plus 2, voire plus 2,5 de visiteurs sur le territoire au sens large. Pour cela, il faut déjà partir du diagnostic. Donc, le cabinet a regardé à quoi ressemblait le territoire de Bourges et l'a comparé à des destinations similaires ou équivalentes. Arras, Poitiers, Chartres. MKG, c'est vraiment des experts de l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'ils savent à quoi ressemble notre marché. Donc c'est aussi intéressant de leur demander d'identifier des villes qui pouvaient être similaires. Et ce que montre l'étude, c'est qu'on a une offre caractéristique des villes moyennes. C'est-à-dire une offre plutôt centralisée et une offre de assez faible sur les gammes. Et on le voit particulièrement sur Bourges, où finalement 45% de l'hôtellerie est super économique, type 1 à 2 étoiles. Et finalement aussi une offre sur le milieu de gamme, qui est déjà le 4 étoiles, assez faible par rapport à d'autres destinations. On a pu aussi comme ça faire un état des lieux du nombre de lits, excusez-moi. On a 2458 lits en hôtel. Et ils ont aussi analysé l'enjeu des meublés de tourisme, qui est en effet essentiel pour pouvoir analyser l'impact des visiteurs sur notre hôtellerie. Et l'on a 2168 lits en meublé et chambres d'hôtes. Le parc hôtelier, donc, comme je disais, est structuré sur un trait de gamme, 45% de super éco, qui répond en fait aux besoins des professionnels et des visiteurs en transit. Notre destination aujourd'hui, vu les catégories hôtelières, est plutôt celle-ci. L'enjeu demain, c'est d'en faire une destination de séjour et d'augmenter la durée du séjour des visiteurs. Ludovic, voilà. Donc, l'enjeu des meublés, parce que forcément, on sait qu'on a une croissance d'environ 20-25% par an de meublés sur le territoire. Et il était aussi intéressant de se comparer aux autres. La courbe de Bourges, c'est la courbe rouge. Donc en effet, on voit une tendance nette et continue. En gros, entre février 2022, on passe de 300 chambres à 500, 600, selon la période, en 2024. Cette tendance, on est qu'en 2024, pourrait se continuer jusqu'en 2027. On voit aussi si cette tendance finalement est assez similaire à ce qui se passe sur le territoire, on voit Poitiers, Chartres, Arras, on est aussi sur une offre de meublé touristique qui est de niveau assez faible en termes de standing. Prix moyen, 70 € comparé aux autres territoires. Ce qui correspond finalement aussi à l'offre moyenne de notre hôtellerie. On va rester sur cette diapositive parce que je viendrai après sur l'image du bas, qui est un peu le cap identifié en 2028 et les enjeux que cela pose avec la croissance aussi du nombre de chambres qui est en train de se passer sur le territoire. Le travail fait permet de noter avec les entreprises porteuses de projets un fort élan de modernisation et de développement du nombre de chambres d'ici 2028. On a eu un travail super intéressant et merci les entrepreneurs d'avoir accueilli MKG, d'avoir pu échanger sur vos projets, parce que M. Pinon sort son projet aujourd'hui, mais d'autres partenaires ont des projets en cours. Et c'est vrai que pour nous, c'était un contrat de confiance aussi, de pouvoir vous demander qu'est-ce qui se passe chez vous, sans bien sûr trahir vos projets. Donc merci beaucoup, parce que les entreprises de l'hôtellerie ont été très ouvertes et très transparentes. Et on s'est aperçu que d'ici 2028, il y a environ 623 clés qui étaient en création sur le territoire, ce qui n'est pas neutre. On peut le multiplier par 2 pour le nombre de nuits, de lits, de places. Donc plus d'un millier de places. 623 clés de chambres d'hôtel uniquement? De chambres d'hôtel, on est resté sur ce champ-là, même si on a malgré tout mis dedans auberge de jeunesse. Et si on a mis dedans un gîte de 30 clés
qui nous semblait important pour l'analyse territoriale. Sur ces 623 clés, il y a 240 clés en milieu et haut de gamme. Milieu et haut de gamme, c'est 4 et 5 étoiles, qui était justement le niveau de standing qui nous manquait pour être une destination et pour changer de classe. Donc c'était plutôt très très intéressant de savoir que, enfin, le territoire qui aujourd'hui manque de tel standing en hypercentre, grâce à BCEC et aux entrepreneurs, allait se doter d'une offre de standing et de centre-ville qui permet d'enrichir la destination et surtout de renforcer l'impact économique du tourisme et de l'hébergement sur le territoire. Ça va nous permettre de compléter la gamme en fait, des hébergements que l'on pourra proposer aux différents partenaires. Je crois que l'agglomération aussi travaille sur d'autres champs comme la mobilité. On y viendra dans quelques minutes. Mais la question, tu as parlé de plus de 600 clés, c'était un peu le résultat aujourd'hui des investisseurs privés, en incluant l'auberge de jeunesse, comme tu l'as dit. Donc, partant de ce constat-là, aujourd'hui, on est sur une logique où demain, Bourges va pouvoir assurer la pérennité de ces 623 clés, bien évidemment, sur le territoire. On est d'accord que cette étude, elle porte principalement sur Bourges et l'agglomération, et que les pics de fréquentation qui vont être abordés sur 2028 vont irriguer de toute façon sur un territoire plus large. C'est essentiel et c'est hyper important. C'est-à-dire c'est à ça que sert notamment le petit dessin que vous avez en bas. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que Cap, la zone grisée correspond au nombre de chambres vendues. Et la zone bleutée correspond au nombre de chambres disponibles. Et on le voit, ce qu'on évoquait, au fur et à mesure du temps, vers 2028, le nombre de chambres disponibles augmente. C'est les chambres portées par les investisseurs qui arrivent sur le marché. Et les deux lignes rouges et jaunes sont les taux d'occupation, selon l'hypothèse haute ou l'hypothèse basse. Donc, l'étude montre que on est viable. Ça passe. Et ça, c'est pour nous hyper rassurant. Hyper rassurant, ça veut dire que les porteurs de projets qui étaient en cours, déjà, ont une vocation à rentabiliser leur investissement sur l'année 2028. J'arrive à la suite, parce que vous voyez, les chiffres montent. Non, pardon, pas les chiffres montent, et ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Et c'est essentiel, parce que forcément, les investissements, vous ne les faites pas pour 3 ans, vous les faites pour plus longtemps que ça. Tu es en train d'illustrer que, en fait, l'héritage est encore plus haut que le point zéro, on va dire, de la nomination de la capitale européenne de la culture. Exactement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, avec, on estime que, tu dis très bien, on a 1 million de visiteurs avant, on sera à 2,5 millions de visiteurs pendant. On espère, parce que pareil, c'est un souhait et c'est un travail, redescendre à 1,7 million après. Et là aussi était intéressant le benchmark et le travail fait par le bureau d'études sur les autres capitales européennes, essentielles. Ce travail a montré qu'en effet, et c'est pour ça qu'on peut imaginer cet impact-là, c'est pas notre désir, heureusement, même si on le désire fortement, l'expérience des autres capitales européennes a montré que justement, après le pic de la capitale, ça redescend, mais moins bas que le point de départ. Par contre, l'expérience des capitales européennes a aussi montré que cela se fait pas tout seul. Il faut le travailler, cet échange, cet impact-là. C'est-à-dire que les capitales qui ont su s'intégrer dans un projet de long terme de territoire et une stratégie ont maintenu des niveaux très élevés. On a eu cet impact très très fort sur Saint-Sébastien, par exemple, sur Tartou. Et on a eu des impacts beaucoup plus faibles sur Mons, par exemple. Mons qui a eu une grosse chute après la capitale européenne parce que justement, ils n'ont pas embrayé sur l'héritage. Mons s'est réveillé 3 à 5 ans après et finalement a relancé une dynamique qui fait que maintenant c'est la capitale culturelle de la Wallonie. Mais voilà, donc on a du travail d'ici 2028, on a du travail après. Bon, le gros avantage, c'est que tous les acteurs ici ont compris l'importance de déjà commencer à travailler sur l'après 2028. Donc
on devrait toujours continuer à profiter sur cette phase d'héritage positive, disons-le. Mais c'est exactement ça, c'est l'intérêt de la stratégie que vous mettez en place, c'est l'intérêt de la stratégie que l'agglomération met en place sur le tourisme. Et donc en guise de conclusion, justement, parce qu'on a identifié aussi que pendant l'année 2028, l'agglomération de Bourges ne pourra pas accueillir tous les visiteurs de son territoire. Elle montre en effet que si l'offre est bien calibrée pour être pérenne, en 2028, on ne peut pas accueillir tout le monde. Le territoire a gagné, on le dit depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il est vraiment important de le répéter parce qu'on n'aurait pas gagné sans ça. Le territoire a gagné parce qu'il était uni, parce qu'il y avait une alliance entre la ville de Bourges, l'agglomération, le département, la région, les acteurs économiques et les entrepreneurs. Et c'est cette alliance entre les différents territoires qui va nous permettre aussi de réussir à la capitale et d'avoir une satisfaction globale. Conclusion, on a aussi demandé à MKG de regarder ce qui se passait autour pour voir si on pouvait héberger cette quantité de visiteurs qu'on ne pourra pas héberger en 2028 parce que, on ne veut pas les accueillir, on ne veut pas mettre à mal les investisseurs. Donc, il vaut mieux qu'on soit sur la ligne de crête plutôt qu'on vise 2028 et qu'en 2029, quand ça redescend, on puisse pas rentabiliser nos investissements. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a plus de 3200 chambres d'hôtel à 75 km. Et on sait qu'au niveau régional, il y aura des choses à Blois, il y aura des choses à Issoudun, il y aura des choses à Tours. Et donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que des visiteurs viendront à Bourges, iront ensuite à Blois ou ailleurs, pourront dormir à Blois, pourront dormir à Issoudun, pourront dormir à Sancerre. Le pic de 2028 pourra être abordé. Ce que je voulais aussi dire par rapport concernant et c'est mon dernier mot, concernant la rentabilité de ces investissements d'hébergement. L'année capitale, il y a toujours de l'inconnu. Ce qui nous rassure, nous, c'est cette tendance commune entre la capitale européenne et les touristes culturels qui vont venir, et le tourisme d'affaires. C'est-à-dire que le territoire connaît une tendance qui a vocation à être pérenne, quelque part, d'industrie de la défense et de tourisme d'affaires. Et c'est vrai que ce qui nous fait être relativement confiants concernant les investissements réalisés par les hôteliers sur le territoire, c'est que, concomitamment à Bourges Capitale Européenne de la Culture, l'industrie de la défense fait venir beaucoup de gens pour loger temporairement sur le territoire. Donc c'est vrai que les deux enjeux mis ensemble nous font penser que les investissements réalisés vont pouvoir être pérennisés et rentabilisés. Voilà, donc c'est plutôt le sourire qui est de mise dans ce cadre-là. Alors, ça me permet de me tourner vers Méveling Chauvelet. Méveling, tu es responsable commerce et tourisme au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire, donc également un partenaire avec lequel on travaille au quotidien dans ces fameux groupes de travail qui ont été présentés tout à l'heure. La question, c'est comment la Chambre de commerce régionale s'insère dans cette démarche pour envisager les pistes d'amélioration qui peuvent être apportées auprès des acteurs. Sur la restauration, et puis on est aussi sur l'hébergement. Déjà, c'est présenter certains accompagnements qu'on met en place avec la région Centre-Val de Loire, puisque pour répondre à ces demandes, on a mis en place des dispositifs, et des dispositifs qu'on retrouve de toute façon sur toute la région. On a entendu que c'était vraiment un projet où on voit Bourges, mais on voit un projet régional à travers Bourges 2028, et donc on a voulu des choses qui puissent s'entendre à une échelle régionale. Alors on a entendu parler de tourisme durable, de mobilité, de tous ces axes, et fort nous de 4 ans d'accompagnement sur les prestataires touristiques dans le domaine du tourisme durable avec la région, on a souhaité remettre en place un dispositif dédié. On a accompagné pendant 4 ans, dans le cadre du Fonds Tourisme Durable, qui est une opération nationale, les acteurs du tourisme. On a accompagné 160 acteurs en région, en levant des financements, en les accompagnant dans les démarches de labellisation, que ce soit Clé Verte, Écolabel européen, etc. Et donc on a souhaité continuer à
à l'aube de Bourse Capitale Européenne 2028, on a souhaité continuer à accompagner les prestataires sur l'ensemble du territoire. Donc c'est en fait 90 acteurs, 90 prestataires touristiques, un peu tout type d'activité qu'on propose d'accompagner sur 3 ans, de 2025 à 2027, dans le cadre du dispositif que vous voyez. On vous a mis un QR code si vous voulez le détail de l'accompagnement, vous pourrez vous connecter et avoir tous les éléments. Donc c'est un accompagnement, je dirais, comme nous on appelle long, un accompagnement sur plusieurs jours dédié à l'entreprise pour l'emmener sur un plan d'action et un dispositif qui lui permet d'aller sur ses priorités. Et les priorités sont différentes suivant les établissements. On va avoir des établissements qui sont à des stades différents et des structures de différents types. Donc on s'adapte à eux, on voit quelles sont leurs priorités, et on les accompagne. Après ce plan d'action qui est plus global, on va essayer de les accompagner sur 1, 2, 3 sujets importants qu'ils peuvent avoir. Ça peut être de la recherche de financement, de la labellisation, ça peut être là sur un hôtel, on est en train de travailler sur le côté énergétique de l'établissement. Donc voilà, on est vraiment sur des composantes différentes. C'est très personnalisé en fait. On est vraiment sur des accompagnements personnalisés, puis on est sur des accompagnements qui sont réalisés par un pool de conseillers. On a autour d'une quinzaine de conseillers à l'échelle régionale qui travaillent sur ce dispositif et qui sont à la fois des conseillers nous, tourisme, et conseillers environnement. Donc on mixe les compétences pour pouvoir répondre à cette demande et surtout cibler ces accompagnements par rapport aux besoins de chaque acteur. Voilà. Donc c'est le premier accompagnement qu'on propose. En parallèle, on a mis en place le programme d'action au tourisme, qui est la slide suivante. Ce programme d'action au tourisme, il a pour objectif de pouvoir surtout accompagner des restaurateurs et des hébergeurs. Pareil, à travers un plan d'action, mais là, on n'est pas que sur le tourisme durable, on est sur des choses qui peuvent être différentes. Sur l'accompagnement de projet, on va être sur des labellisations qui peuvent être autres. On peut emmener vers des démarches comme destination d'excellence ou autres. C'est vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est de faire un point de situation avec l'entreprise et de voir quelles sont les clés qu'on peut lui apporter pour l'emmener vers ce projet commun et le porter vers lui permettre d'avancer dans ces projets, tout simplement. Donc là, encore, on a un nombre d'accompagnements qui est défini sur l'ensemble de la région, avec un focus particulier qui est donné sur le Cher, bien sûr dans le cadre de cette opération qui nous paraît importante, et donc conjointement CCI et Région, puisqu'on cofinance ce dispositif. C'est un dispositif qui est gratuit, qui est cofinancé par nos 2 structures, et on a souhaité en accompagner un petit peu plus sur le Cher. Je reviens sur l'accompagnement d'avant, juste de dire qu'on a pu lever des fonds européens, ce qui nous permet de financer ce dispositif d'accompagnement sur le tourisme durable. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on limite le nombre d'établissements, bien sûr, parce que c'est une grosse mobilisation et de moyens pour le faire. Ça veut dire, Mélanie, qu'on peut faire les demandes dès aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la démarche pour... Tout à fait. Tout à fait. Donc dès aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous a mis les liens. Vous pouvez nous contacter et vous inscrire dans la démarche. Ce qu'on a souhaité, c'est pas prendre au premier venu, c'est vraiment sélectionner les projets, puisqu'on bien sûr on a été obligé de faire en fonction de moyens financiers. Donc on a un nombre d'accompagnements possibles dans chacune de ces démarches, et donc on a des sortes de speed meeting, je vais dire, de rendez-vous avec les acteurs concernés pour sélectionner, et on co-sélectionne les acteurs avec la région. Il y a Cécile qui est là et qui participe à de nombreux jurys en ce moment, puisque ça nous mobilise pas mal, parce que comme c'est à une échelle régionale, là, c'est en ce moment, on l'a lancé depuis le mois de mai, mais on est vraiment dans le pic du lancement et avec beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc je vous invite, n'hésitez pas. On a sur le département 2 conseillères qui sont plus à la tête de ces accompagnements sur le développement durable. C'est Françoise Carmignot, vous retrouverez ses contacts sur le lien. Et puis on a Catherine Allard sur le programme d'action au tourisme. Et puis un autre accompagnement qu'on fait depuis longtemps, puisqu'on se mobilise au niveau de la restauration depuis 2016. Cette semaine, on organisait encore les rencontres régionales de la restauration, qui a réuni 120 professionnels au lycée hôtelier de Bois. Je crois que vous avez vu le lycée hôtelier de Bois, si je ne m'abuse.
Et on a réuni un grand nombre de restaurateurs et c'était assez marrant parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient fait des passages au lycée. Et donc on a réuni 120 acteurs, on parlera de la restauration et puis de l'enjeu pour la restauration tout à l'heure, je crois. Et c'était vraiment intéressant puisqu'on a parlé du rôle dans l'attractivité du territoire de la restauration à cette occasion. Et un rôle qui est important et qui sera important à l'occasion de Bourse Capitale Européenne, sans nul doute. On a parlé d'hospitalité tout à l'heure, Sophie nous détaillait ce principe d'hospitalité, l'importance de l'hospitalité, notre force qui est l'hospitalité, mais qu'on doit toujours, où on doit toujours aller plus loin. Et je pense que les restaurateurs ont aussi un rôle important à jouer. Donc on accompagne également les restaurateurs à l'obtention du titre maître restaurateur. Et on a environ 150 maîtres restaurateurs à l'échelle régionale et qu'on anime. On anime une communauté et on n'a pas voulu se limiter au niveau des maîtres restaurateurs puisqu'on anime une communauté un peu plus large avec les têtes de réseau, les associations de restaurateurs, l'UMI, etc. On a essayé de réunir tout le monde à l'échelle régionale et on a un groupe de travail qui se réunit presque tous les mois finalement avec eux. Alors on fait du team, ça on est tous loin et ça mobilise les professionnels, ils sont très actifs et je les en remercie. Et on essaie de les faire participer à la vie du territoire régional et à se mobiliser ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont accueilli, lors de l'ouverture du guide Michelin, ils ont réalisé le repas à la mairie de Tours, à cette occasion, avec de nombreux producteurs et autres partenaires. On a également accueilli la Coupe du Monde de rugby des jeunes à Pont-le-Voix en organisant le repas de clôture. Et cette année, ils ont fait le repas avec les étudiants du lycée hôtelier à Blois. Et bien, j'espère que pour 2028, on pourra faire des choses ensemble avec eux et réunir cette communauté de restaurateurs à une échelle régionale. Voilà. Je nous le souhaite, et puis on l'a bien entendu, ton équipe et toi, vous êtes à la disposition effectivement de l'ensemble des acteurs et des professionnels. Alors on a posé le cadre avec Sébastien sur l'afflux de visiteurs et le fait de calibrer le territoire, l'appui que peut apporter effectivement la région Centre et la CCI sur l'accompagnement des acteurs. Maintenant, je me tourne vers toi, Pascal Chepitre. Alors, je suis désolé, on se tutoie beaucoup aujourd'hui parce que forcément on est en relation tous très étroite avec 2028 depuis plusieurs mois. C'est pas grave. Mais Pascal, tu es un acteur bien connu et reconnu avec un établissement à Vierzon, les petits plats de Célestin. Je ne le pensais pas jusqu'à aujourd'hui. Et un autre à Bourges. A priori, c'est connu et reconnu, tout à fait. Et ton expertise est tout à fait intéressante aussi d'un point de vue opérationnel. On aimerait t'entendre sur les difficultés qu'aujourd'hui peut rencontrer toi ou ta profession, tes collègues, et les points d'amélioration aussi qui sont importants à prendre en compte lors d'événements qui vont de toute façon impacter votre activité, vos services, et du coup intervenir sur l'accueil du public. Oui, bah en fait, effectivement, pour accueillir tout ce monde prévu, il faut du personnel. Je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui le nœud du problème. Je ne sais pas s'il y a un représentant du lycée Jacques Coeur parmi nous. Ils ont été invités, je les ai pas croisés tout à l'heure. Pour moi, la formation est quelque chose de vraiment primordial. Nous, en fait, pour parler de mon cas personnel, parce que je ne suis pas venu ici pour donner des leçons, mais nous, on a compris depuis longtemps qu'il fallait former. Parce que quand on forme un jeune, c'est un employé de demain, quoi, c'est clair. Donc, ça, on en a pris conscience très tôt. C'est pas toujours évident, c'est clair, mais aujourd'hui ça paye. C'est-à-dire que ça prend du temps. Nous aujourd'hui, on a 3 apprentis en salle et 4 en cuisine. Voilà. Et en plus, on a intégré des migrants. On a un contact avec Tivoli et le processus cher Jamina qui est mis en place par le département. Et donc on a un lien et ce qui nous permet chaque année, d'ailleurs maintenant le lien n'est plus vraiment en marche parce que c'est vrai que ça se fait maintenant naturellement, on a des demandes vraiment systématiques,
Et alors après, évidemment, il y a toutes les démarches administratives, hein, parce que souvent c'est des gens qui n'ont pas de carte de travail ou séjour, enfin voilà, qui sont en irrégularité, on va dire. Sauf que c'est possible de les embaucher aujourd'hui, hein, on a encore embauché cette année. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait faire un stage. Là, je rentre dans les détails, mais c'est vrai que pour moi, je pense que c'est la clé du problème. Et en fait, on leur fait faire un stage, parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. Je veux dire, c'est les gens qui ont un passé assez lourd. Donc, et ensuite, on fait faire 2 stages. Et au bout du 2e stage, on fait un point avec l'éducateur. Voilà. Et on prend pas, en général, je dirais c'est 80%, on prend 80% des gens qui viennent nous voir en stage. Et donc, ce qui fait que, voilà, on n'a pas que des migrants, hein, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont avec nous depuis déjà un petit moment, en cuisine et en salle, qui sont des piliers de la maison, et qui les intègrent, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, dans ces gens qu'on a eu en apprentissage il y a un certain nombre d'années, c'est des gens qui sont restés parfois 4 ans, 5 ans en apprentissage, et derrière, on les embauche. Bah, pas tous, hein, parce que certains veulent aller sur Paris ou partir, quitter le pays, ça arrive. Mais aujourd'hui, on en a embauché. Donc, je dis pas que c'est la solution au problème, mais en tout cas, nous, personnellement, c'est quelque chose qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une équipe. Et là, même cette année, on était excédentaire. On a des jeunes qui sont sortis d'apprentissage, et encore une fois, pas que les migrants, qui on aurait pu proposer un poste, mais malheureusement, on n'avait pas de poste à leur proposer, et donc ils sont partis dans la nature. On sait qu'on les retrouvera peut-être un jour, mais voilà, comme quoi ça marche, et qu'on peut faire confiance aux jeunes. Voilà. Donc la formation, c'est une première clé. Oui, alors à la fois en alternance, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'IFA de Bourges, mais aussi on accueille évidemment des stagiaires de Jacqueur, hein, beaucoup, un peu de Saint-Amand également. Et par contre, ce qui est intéressant dans ces stagiaires, alors on les revoit peu après leur cursus, hein, c'est assez rare, mais par contre, on peut les avoir en tant qu'extra. Et là, quand vous avez des pics d'activité, entre autres l'été ou autre, nous, je vois cet été, on a une jeune fille qu'on a avec nous depuis 2 ans, et qui vient de temps en temps nous aider, et ça, c'est très... Et en plus, elle prend du plaisir, donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Et selon toi, tu es confiant pour la suite par rapport à ces sujets-là, entre les... Alors c'est possible. C'est vrai que moi j'ai pas mal de collègues qui malheureusement ne prennent plus l'apprenti parce qu'a priori ils ont des problèmes. Enfin voilà. Nous, je pense que ce qui est important, c'est aussi on est une équipe jeune. Encore une fois, ça reste très personnel, mais il y a une excellente ambiance. Ils sont très bien intégrés. Et parce que c'est vrai, quand vous avez juste un apprenti qui travaille avec le patron dans sa cuisine et tout, c'est pas toujours évident, voire même en salle, hein, et c'est vrai que ça pose problème. Mais moi, l'apprentissage, j'y crois, vraiment. Ça peut être une solution, parce qu'encore une fois, c'est les employés de demain. Donc, très bien, c'est très important. On intervient, nous, auprès des BTS tourisme, et oui. On leur dit, alors non pas sur la filière de la restauration, mais dans l'hôtellerie ou dans d'autres secteurs d'activité du tourisme, que quand ils vont sortir des études, effectivement, ils auront la capacité et la possibilité de rester sur le territoire. C'est aussi quelque chose qui est important. Oui, alors après, pour ces jeunes qui aiment bien aussi bouger. On est bien d'accord. Mais vive l'aventure de Capital 2028, c'est quand même quelque chose. Oui. En tout cas, nous, aujourd'hui, on est une équipe salle, et c'est vrai qu'on a des jeunes, entre autres, on a un jeune, effectivement, en BTS de Jacqueur, que j'ai eu en stage depuis très longtemps, qui est venu pour un extra aussi, et qui, à un moment donné, c'était juste après le Covid, je lui ai dit, écoute, tu vas voyager un peu. Il m'a dit, non, pas forcément. Je lui ai dit, t'as peut-être envie de rester avec nous, et effectivement, c'était le cas. Donc ça, c'est vrai que ça se construit pas à pas, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, nous, on se sent plus serein, en tout cas. Alors, imaginons que ce point-là est réglé pour tous les restaurateurs. Tous les restaurateurs ont réussi, on se projette. On est au pays, on est d'accord peut-être au pays des bisounours, mais on est dans une logique où, ça y est, cette problématique-là est réglée. Quels pourraient être les bons conseils à apporter auprès de l'ensemble
des restaurateurs pour justement permettre de répondre favorablement à cette. Alors, je ne sais pas si j'ai de bons conseils à donner. Il y a une autre chose qu'on a mise en place, et ça, le Covid nous a aidé, c'est de faire 2 services. À la base, nous, parce qu'en fait, comme il y a eu la jauge, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une table sur 2, nous, c'était inimaginable en plein été de pouvoir remplir qu'une table sur 2. Donc en fait, on a dit, en ce cas-là, on fait 2 services, et comme ça, au moins, on fera un service complet. Et le Covid terminé, on l'a gardé, parce qu'on avait une telle demande, parce qu'à savoir que c'est vrai que les années post-Covid ont été quand même très, très actives, très dynamiques, et effectivement, il fallait répondre à ce flux. On doit savoir que l'on s'appuie sur l'hôtel Mercure, qui a 58 chambres, on a une capacité de 90, donc quand l'hôtel est complet, un seul service ne suffit pas, quoi. Donc en fait, on a mis en place les 2 services. Aujourd'hui, il est toujours en place pour le samedi soir, voilà, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment le soir, on a une grosse demande. Et en fait, l'été, depuis 2 ans, on a mis en place une terrasse qu'on n'avait pas au départ, on est là depuis 10 ans. Et cette terrasse, en fait, nous permet de faire uniquement un service, parce que effectivement, pour les gens, c'est un peu pas toujours évident à gérer, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils l'intègrent. Donc, les 2 services, c'était 19h, 21h, et 21h à l'infini. Donc 2 services, un flux des réservations peut être aussi facilité avec des outils. Oui, alors, des outils numériques. alors une plateforme de réservation, là aussi, c'est pas toujours évident parce qu'on a encore des gens qui sont très réticents, comme sur les 2 services, même si ça y est, maintenant je pense qu'ils l'intègrent, mais même les plateformes, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a 80% de nos réservations qui passent par les plateformes. Alors oui, j'ai une petite chose à dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de réservation sur une plateforme géante, locale. Vous n'avez pas parlé des restaurants. C'est très bien quand les gens réservent leur table. Ça aide tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, ça leur évite de se casser le nez, comme ça arrive très souvent au dernier moment. Nous, c'est vrai que ce qu'on ressent beaucoup, surtout l'été, moins cette année, parce que c'était une année un peu compliquée, mais les gens qui partent de chez nous parce qu'ils ne peuvent pas avoir de table, vont faire un tour en ville, reviennent d'1 heure parce qu'ils n'ont pas trouvé de table. Et donc après, nous, on leur trouve une solution, on essaie au bar ou autre, mais ça, c'est vrai que c'est un peu un souci. Oui, alors je te rassure, dans les acteurs engagés, il y a aussi les restaurateurs. Oui. Et évidemment, Ça me rassure. l'idée, c'est de faciliter les flux et surtout le parcours client sur l'ensemble de l'expérience qu'il va vivre sur le territoire. Les restaurateurs ne sont pas oubliés. Bourges 2028 a des fonctions décarbonées, on l'a dit tout à l'heure, qui sont importantes. Comment tu vois les choses, toi, en tant que restaurateur? Alors, je sais que vous êtes déjà un peu dans les circuits courts. Oui, alors nous, c'est une démarche qu'on a déjà entamée. Bon, après, c'est pas toujours simple, parce que il n'y a pas beaucoup de poissons dans la région, trop. Non, après, effectivement, nous, c'est vraiment c'est une priorité, mais depuis très longtemps, parce que moi, je suis sur le territoire déjà depuis quelques années, donc j'ai quand même identifié les fournisseurs. On a la chance quand même d'avoir un vignoble, des vignobles quand même extraordinaires dans la région. Donc ça, déjà, à ce niveau-là, c'est plutôt facile. Après, nous, on a une démarche aussi de tri de déchets, de déchets organiques. Alors, à savoir qu'il y a une entreprise qui a été mise en place, je crois, avec l'agneau, Best, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec qui on travaille. Donc, je pense qu'ils sont en train de se développer, et tant mieux, parce que ça aussi, effectivement, ça en fait partie. Non, mais nous, obligatoirement, on a cette démarche, et c'est une demande aussi du client. Quand vous parliez tout à l'heure de plats végétariens, ça me semble évident, aujourd'hui, de pouvoir proposer des légumes de saison et de notre maraîcher. Alors, tu es là parce que tu es un bon élève aussi, donc on n'a pas choisi n'importe qui. Si tu le dis. Mais néanmoins, il est important de porter la voix sur ces sujets-là. Bien sûr. Dans la salle, tu as beaucoup d'acteurs du tourisme qui sont des hébergeurs, des propriétaires ou des gestionnaires de sites de visite, ou des responsables d'offices de tourisme, ou des têtes de réseau. Quels conseils tu pourrais, ou quelle idée pourrait être d'intérêt pour vous, le monde de la restauration,
d'avoir un lien suffisamment étroit entre des hébergeurs et les restaurateurs. Qu'est-ce qui pourrait favoriser, à ton avis, pour le client, le touriste qui viendra en 2028? Et bien sûr, on ne l'a pas dit, mais tout ce qu'on va créer en 2028 va être pérennisé pour le après 2028. Donc, que vois-tu derrière cela? En fait, ça c'est quelque chose qui fonctionne déjà, c'est-à-dire que souvent, les propriétaires de gîtes ou autres d'hôtels, on nous carte, enfin, c'est ça qui on est, et nous envoie même parfois réserve pour les clients, ça arrive assez régulièrement. 2 fois plus en 2028. Mais on l'espère. Sébastien l'a dit. Mais bon, après, là, on parle d'une idée, je veux dire, à l'ère des réseaux, et je pense qu'aujourd'hui, trouver un restaurant ou un hôtel, ça me semble quand même évident. Enfin, je suis pas sûr qu'on ait besoin de laisser des cartes, même si c'est toujours utile, mais voilà, je pense qu'on est identifié et je suis pas sûr qu'on ait un besoin, entre autres par les réseaux. Alors, j'imagine que sur cette plateforme à venir, j'imagine qu'il y aura des liens directs. Bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, à l'heure des réseaux, enfin, la semaine dernière, j'étais en Espagne, on cherchait un restaurant à Barcelone. Tu sors ton smartphone, tu trouves. Ça a été très facile et en plus, on a trouvé un excellent restaurant. Parfait. Non, mais c'est vrai. À noter, notre préoccupation, nous, acteurs du tourisme, c'est de la gestion des pics de fréquentation. Quand on a un printemps de Bourges, quand on va avoir la cérémonie d'ouverture, on peut peut-être ne pas avoir le même type de restauration. Pour le printemps de Bourges, on le voit bien. Déjà, la partie restaurant traditionnelle fonctionne différemment par rapport à la street food. Sur des événements aussi impactants. On peut en parler du printemps de Bourges. Le printemps de Bourges, c'est un événement que j'adore, j'y participe parce que j'aime la musique, mais par contre, nous, c'est notre plus petite semaine de l'année. C'est ça, m'en surprend pas mal. Mais oui, l'hôtel est complet, mais en fait, nous, les artistes, les journalistes, les suiveurs, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'ils sont décalés. Et en plus, je pense que le printemps de Bourges, c'est en circuit fermé. Malheureusement, il est de moins en moins présent dans la ville. Enfin, on constate, nous qui avons connu dans les années 80, 90, non mais quand il y avait Canal, peut-être pas toi. Oui, peut-être pas toi. Mais non, mais les années, quand je me souviens quand il y avait le studio Canal, quand il y avait France Inter, même, qui venait au Bourbon, voilà, au bar, faire une émission en direct. Je veux dire, ce temps-là, il est quand même révolu. Et c'est quand même en circuit fermé. Après, ça mérite d'exister, il faut que ça dure, et il faut qu'on garde le canton de Bourges à la Bourge. Pour moi, c'est pas forcément un bon exemple. Après, changer de type de restauration, ça c'est toujours compliqué. Nous, on ne fait pas de menu adapté pour ce type d'événement, parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. En fait. Après, on a des formules, je pense, qui sont adaptées. Voilà. Entre autres, le mini, on a des formules express. Je ne pense pas qu'on soit obligé de changer, ou alors peut-être créer autre chose en ville ou un autre point de restauration. Ça, pourquoi pas. Mais Nick, sur ce type de restauration, c'est des conseils aussi que vous pouvez apporter à des établissements qui sont en centre-ville, de faire des menus plus rapides, des plats plus simples, pour avoir plusieurs services justement facilités. Mais en fait, on a regardé un petit peu ce qui se fait déjà. Les établissements qu'on a accompagnés lors d'autres opérations. Moi, je comparerais plus, alors on est en plein cœur de cette opération-là, au rendez-vous de l'histoire à Blois, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui peut correspondre en termes de fonctionnement. Et on est en plein dedans, puisque c'est cette semaine à Blois, c'est de mercredi à dimanche. Et clairement, je parlais de la rencontre restauration tout à l'heure, si on ne l'a pas fait, on voulait le faire dans le cadre des rendez-vous de l'histoire, on ne l'a pas fait mercredi parce qu'ils sont tous full. Et tous les restaurants autour de Blois, ils sont à fond, et voilà. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont appris au fur et à mesure des années à s'adapter. Et maintenant, ils anticipent, ils travaillent autrement. Et en fait, ce que je dirais, c'est que ce qu'on peut retrouver, c'est l'anticipation de la simplification.
Souvent, on essaie de simplifier leur menu, de le rendre plus rentable, de bien gérer les stocks. On parlait d'équipe, voilà, de voir comment ils vont pouvoir travailler cette semaine-là, c'est quelque chose d'important. Alors là, on est sur une période plus longue, mais on va avoir des pics de fréquentation, hein, si j'ai bien compris, avec un calendrier événementiel qui va être différent. Et je pense que voilà, ça peut s'anticiper, il y a des choses qui sont possibles de faire. Et on le voit avec le Covid, il y a vraiment des choses comme vous parliez tout à l'heure, vous avez pu faire un deuxième service, et on a vraiment eu un développement de l'offre, en fait, des gens qui travaillent leur offre différemment. Ils font deux services, ils vont adapter les horaires en fonction des manifestations. On a vraiment des choses, voilà, qui diffèrent en fonction des jours. Il y a des restaurateurs qui trouvent et qui ont cette capacité, moi je dirais d'adaptation. On trouve vraiment des professionnels sur les territoires qui arrivent à changer les choses et à répondre à cette demande. Un autre point, moi, que je peux noter, c'est aussi sur l'utilisation. Tout à l'heure, on parlait de l'IA, d'Internet, etc., des réservations. Ben, je rejoins complètement et c'est fluidifié. Pour moi, je mettrais en ce terme-là. C'est tous les outils numériques. C'est pas pour diminuer la qualité de l'accueil et le rendre moins humain. C'est pour l'accélérer et le rendre plus efficace. Et il y a plein d'outils aujourd'hui. Et ben voilà, c'est comment les utiliser, comment faire que le service va mieux se passer, que le client va mieux être informé, parce que des fois c'est vraiment désagréable, on ne sait pas si le restaurant est ouvert ou pas ouvert, on ne trouve pas les coordonnées, on ne sait pas comment réserver. Et ce que vous disiez tout à l'heure, de pouvoir réserver par Internet, quand j'entends des établissements qui aujourd'hui disent j'ai 80% de réservations par Internet, c'est quand même super, c'est un temps de gagner, une gestion qui est différente, et pour autant le client ne passe pas forcément de problème, et au moins il est sûr de pouvoir réserver à l'heure qu'il veut. Si le soir vous avez envie de réserver un restaurant, vous pouvez le faire, etc. Mais c'est pas le cas de tous les restaurateurs. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore passé à ça. Et puis, donc je parlais de fluidifier, et puis tout à l'heure, j'ai bien entendu sur la fidélisation, et je pense qu'il y a un vrai enjeu, on parlait d'attractivité via les restaurateurs, il y a un vrai enjeu sur la fidélisation au niveau des restaurateurs, c'est eux qui... On parle de développer l'offre, c'est aussi de développer l'expérience, et plus l'expérience est bonne, et vos établissements sont bien la représentation, c'est plus l'expérience est bonne et en lien, qui peut être en lien aussi avec l'événement, plus les gens auront envie de revenir, et il y a un vrai rôle au niveau des restaurateurs dans ces événements pour capitaliser. On est sur des établissements qui sont des entreprises. C'est une opportunité économique, hein, et une opportunité économique à court terme et à moyen long terme. Et je trouve qu'il y a un vrai enjeu à leur niveau. Alors, merci Mémig. Alors, un autre enjeu pour le territoire, c'est d'anticiper effectivement la demande. Et la réponse est apportée aussi par des acteurs privés. Donc, on a le plaisir aussi de recevoir cet après-midi Anthony Pinot. Alors, Anthony a double casquette, puisque Anthony, tu es président du fonds de dotation de Bourges 2028. Mais aussi futur investisseur sur plusieurs établissements sur Bourges. Donc un s'est fait écho encore dans le Berry républicain de ce matin, avec l'arrivée d'un Radisson David Walls, 52 clés, c'est ça, 52 chambres, à partir de mai 2026. C'est encore ambitieux. La date, merci beaucoup, la date n'est pas tout à fait arrêtée. En effet, on a souhaité prendre part sur sollicitation du maire de Bourges. Je crois que la capitale européenne a été donnée le 13 décembre 2023 et le 14 décembre, je dînais avec le maire, avec un autre investisseur de la ville. Et le maire me dit, les gars, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve des investisseurs pour travailler sur l'hôtellerie. Et très rapidement, moi je lui dis, écoute, c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais, depuis 2019, et je le salue parce qu'il est dans la salle, Jean-Baptiste Lacroix, on travaillait ensemble sur le projet Bon Pasteur, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et j'avais, avec un de mes partenaires financiers, Éric Portier, l'opération du QGAS, mais qui avait quelques difficultés juridiques, vous le savez tous. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes recherches, la première marque qui m'a répondu, le 27 décembre 2023, c'est Radisson. Radisson me dit, on n'est pas du tout présent dans la région centre, on a regardé votre profil et on a envie de faire un coup de poker avec vous. Et moi, je trouvais que le dossier était un peu trop gros. Voilà, j'étais, n'étant pas hôtelier à la base, j'ai une bonne capacité d'adaptation, mais je me disais, il faut faire attention, c'est un autre métier. Et donc, j'étais parti initialement vers plutôt de l'hôtellerie, ce qu'on appelle hôtellerie libre,
pour le coup très digitalisé, on en parlait tout à l'heure, avec extrêmement digitalisé, sans accueil. Et en fait, je dirais tout le travail qui a été mené par les équipes de Bourges 2028, malheureusement ou heureusement pour notre territoire, le renforcement de l'industrie de défense, m'a poussé très clairement à faire des études en lien avec Sébastien et avec LKG pour répondre très spécifiquement à la demande. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ouvre 3 établissements, un sur Vierzon, 2 à Bourges, donc le premier Radisson, donc 52 clés, avec une petite surprise qui est à 2 niveaux, c'est qu'on intègre en fait un bar lunch dans ce bar, et la deuxième petite surprise, c'est qu'on intègre un spa avec salon bien-être, qui est une offre qui n'est absolument pas présente aujourd'hui sur le territoire, en tout cas pas de cette manière, et on va ouvrir ce spa à une clientèle extérieure à l'hôtel, de manière à ce que l'expérience, que les gens qui pourraient loger dans d'autres très beaux établissements de la ville puissent venir au spa et aller sur d'autres établissements. Donc on est sur un 4 étoiles plus. On est sur ce qu'on appelle un 4 étoiles plus, parce que l'étude, en fait, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, a montré 2 choses. La première, c'est qu'il y avait besoin d'une montée en gamme de l'offre. Il y a des très beaux établissements sur la ville. Il y a déjà du 4 étoiles sur la ville présent. Et en fait, il y avait un besoin sur ce qu'on appelle du 4 étoiles plus, un petit peu en dessous de 5, avec une offre retravaillée. Et donc, c'est ce vers quoi donc, on est parti, donc sur 52 clés. Et si vous voulez, on a vraiment été chercher, nous aussi, l'ensemble des acteurs du territoire. Ludovic, on a beaucoup échangé ensemble. L'objectif, c'était de créer un hôtel pour le Radisson qui puisse répondre à toutes les demandes. À la demande des clubs sportifs, je pense au hockey qui est en National 1, je pense bien sûr au tango, je pense au foot, donc tous ces clubs sportifs à l'escrime, bien sûr, avec un autre partenaire, Yannick, qui organise les championnats d'Europe 2028. Et donc, si vous voulez, on a vraiment été chercher l'ensemble des acteurs. On a beaucoup échangé aussi avec l'industrie de défense, qui a des besoins, pour le coup, dus à sa clientèle étrangère extrêmement spécifique. Et donc, on a vraiment créé un hôtel sur mesure pour ça. Alors, ça veut dire quoi, un hôtel sur mesure? C'est-à-dire qu'on a 52 clés, on a des chambres standards qui démarrent à 18 mètres carrés, et on a des suites jusqu'à 45 mètres carrés, de manière à pouvoir répondre à une clientèle internationale et étrangère avec des besoins très spécifiques. Et la force de cet hôtel, c'est qu'il va pouvoir se transformer au fur et à mesure de la semaine. Alors, on sait qu'on sera plutôt tourisme d'affaires, business, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et pouvoir devenir une vraie destination tourisme et pouvoir participer, en plus de Bourges 2028, à avoir un élément où les gens pourraient venir découvrir la ville, découvrir notre patrimoine, aller dans les bons établissements, dans les bons restaurants, et passer un petit peu de temps au spa, et après profiter d'une belle chambre avec des vues. Et donc, si vous voulez, ces chambres, elles ont été travaillées avec des twins, en fait, des chambres simples classiques, des twins et des family rooms, qui sont assez aussi peu présentes sur la ville. Et donc, on a créé des family rooms de manière à pouvoir développer le tourisme familial à travers cet hôtel. Alors, on te reçoit aujourd'hui parce que tu es un des tout premiers en fait, investisseurs privés à faire sortir de terre, donc en mai, je te le souhaite, 2026, cet établissement qu'on voit en image derrière nous, qui est emblématique de la ville de Bourges. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est l'ensemble de l'offre qui va être transformée sur l'agglomération, puisque j'ai vu certains hôteliers dans la salle tout à l'heure, Jean-Michel Devnas, Anne Olivia également présente, le groupe Alboran également présent. Donc il y a beaucoup d'investissements qui vont être portés au niveau des groupes ou des indépendants au niveau de la ville. Donc c'est vraiment l'ensemble du secteur hôtelier qui va reprendre une nouvelle dynamique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, avec un enjeu qui est celui de l'héritage. Sébastien, on a parlé à demi-mot, au niveau des hébergements, au niveau de l'hôtellerie, vous avez plutôt le sourire, quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, ami hôtelier, vous pouvez aussi vous exprimer, hein, bien évidemment, puisque Bourges, là aussi la presse, on a fait écho récemment, y compris au niveau national, mais il y a une dynamique économique qui s'installe véritablement. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, économiquement parlant, effectivement, Bourges va profiter de l'arrivée de nouvelles familles et puis d'un essor économique qui va être important. Ça va se télescoper, hein, il faut se le dire, avec la capitale européenne de la culture. Tu as parlé de grands événements également. Ça, c'était avant l'étude LKG.
Donc ça veut dire que cette irrigation sur le territoire, elle va être quand même très forte. Il y a des investissements qui se font en dehors de Bourges, tu as parlé de Vierzon tout à l'heure. J'ai mon collègue de Nevers, qui représente l'Office de tourisme de Nevers et de la Charité, qui est également présent dans la salle, ville de la matrice pour Nevers, qui vont être aussi une composante. Comment tu vois, toi, en tant qu'hôtelier, ce discours de la part de nous, institutionnels, de dire il est important de partager le territoire par rapport à l'hébergement notamment? Alors, d'abord, ma première chose, c'est que pour le groupe que je dirige, on s'est vraiment attaché à ne pas gêner les acteurs du territoire. Moi, j'ai eu des échanges, parfois houleux et noueux, avec la présidente de l'agglomération, et j'étais à la demande, j'avais sollicité à l'époque le groupe Feller de porter cette demande avec moi au niveau de l'agglomération, parce qu'il faut être prudent de ne pas vouloir surcréer une offre et de ne pas avoir la demande en face. J'étais très vindicatif sur ce sujet, je le reste toujours. Je pense qu'il faut que les acteurs du territoire soient solidaires entre nous. Il faut qu'on travaille entre nous pour pouvoir... la legacy, elle va se faire aussi avant 2028. L'héritage, on dirait. L'héritage, voilà. C'est-à-dire que plus on va bien accueillir nos clients 2026, 2027, 2028, mieux on aura un héritage à terme. Donc on a vraiment tout intérêt, hôteliers, restaurateurs, à travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours le fort des berrichons. Alors voilà, on a tout intérêt aujourd'hui à le faire. Vous l'avez compris, tout à l'heure, on va vous aider pour le faire. CRT, ADT, Office de tourisme, on sera là pour vous accompagner sur la mobilisation et aller vers la réussite, justement, pour cette complémentarité entre les différents services qui peuvent être proposés aux touristes. Et justement, sur la partie institutionnelle, moi je crois beaucoup à la plateforme de réservation, on avait parlé ensemble. Je crois qu'il faut qu'on arrive à guider l'expérience client. C'est ce qu'ont réussi à faire les plateformes nationales et internationales. Évidemment, on n'arrivera jamais à passer devant un Booking ou un Airbnb, mais je crois que le mot de la capitale européenne, moi, je présente dans le fonds de dotation de la capitale européenne, et je discute avec les entrepreneurs qui nous aident à financer cette capitale européenne, et je sens qu'il y a une vraie valeur autour de la capitale européenne. Il y a une vraie attente de transformation en profondeur du territoire, et les entrepreneurs sont prêts pour ça. Et je pense que cette plateforme, ça doit être un des premiers mouvements, je dirais, de communication, d'image pour la capitale européenne. J'y crois beaucoup et vraiment j'encourage les acteurs publics et politiques à aller dans ce sens. Merci de revenir dessus. D'ailleurs, je reviens dessus parce qu'il était dit que c'est la D2T qui profiterait des substantiques moyens générés par cette plateforme. Non, c'est pas la D2T, c'est le territoire dans son ensemble. Puisque quand un hôtelier va donner 20% de commission à Booking ou à Airbnb, ou un opérateur, un meublé de tourisme, donc là, ici, on ne parlera pas du tout du même niveau de commissionnement, voire on ne sait pas encore, le modèle économique n'est pas encore créé. Mais en tout cas, l'idée, c'est de maintenir cette richesse sur le territoire, bien entendu. Donc, en aucun cas, on sera dans de l'égocentrisme à ce niveau-là aussi. Peut-être juste un mot, pendant que Jean-Baptiste est là, on va parler aussi du projet Bon Pasteur, qui est un projet sur lequel on travaille énormément depuis 2019 avec la SN Territoria. Bon Pasteur, donc c'est un projet d'envergure, c'est plus de 25 millions d'euros d'investissement. Et pour la partie hôtelière, c'est 11 millions d'euros d'investissement. Le chantier devrait démarrer en février 2026 pour une livraison premier trimestre 2028. J'en serai l'opérateur et l'investisseur aux côtés d'investisseurs publics. Et ce sera ouvert sur l'enseigne Campagne du Prague. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une complémentarité sur le territoire avec un hôtel 3 étoiles. Et la Chapelle accueillera un restaurant du territoire. Voilà. Très bien. Donc, on parlait des chiffres économiques sur le territoire. Béatrice Damat le disait tout à l'heure, on est passé de 318 millions d'euros en 2018 à 430 millions de retombées économiques en 2022. Donc, ça veut dire que les perspectives qui sont face à nous vont forcément être favorables grâce à ces investissements. Et merci messieurs, merci de votre implication. Alors, on peut prendre deux questions. Moi, je pense à mes gens de Sagone, Sanfon et autres, qui étaient en tout petit sur la carte de Wallis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a simplement une possibilité d'avoir le PowerPoint sur nos mails respectifs pour reprendre les QR codes qu'on n'a pas forcément le temps de prendre? Je crois que ce serait intéressant pour qu'on puisse le partager au niveau local avec les gens du territoire.
Merci Jean-Philippe. Je profite pour vous dire que cette séance est filmée. Et elle est filmée et elle sera mise en ligne également pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Madame Portier. Nous, on a un relationnel en tant qu'hébergeur. Comme on dit, les clients arrivent à 17h, à 17h, ils veulent savoir où ils vont le soir. Donc, nous, on a un relationnel avec les clients, les restaurateurs qui nous donnent leur portable. Et voilà, là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, je n'ai pas entendu parler sur les dimanches soirs et les lundis. Est-ce qu'il y a des choses de fait? Parce que je fais pour ma paroisse, au niveau de la restauration, il y a des réfléchis. Alors là, je peux vous dire que dans les groupes de travail, dans les ateliers, dans les groupes de travail qui ont été faits, ça a été un des points, effectivement, sur lequel, là aussi, on a appuyé parce que ça fait mal. Ça pique un peu. Il faut résoudre certains problèmes, c'est évident, et on va mobiliser les acteurs pour se mettre à l'évidence, pour avoir une rotation et puis une réponse aux attentes des clientèles. On attend aussi, mais on va l'avoir dans quelques minutes, le programme définitif de Bourges 2028, savoir comment ça va se dérouler, de façon à ce que tout le monde puisse anticiper la démarche. Odile. Oui, Odile Vigneron, je suis présidente du comité départemental de randonnée. Je revenais sur la question de l'hébergement, qui est un petit peu atypique. En fait, on ne parle pas très nombreux. C'est l'auberge de jeunesse sur Bourges. Ça me semble un point qui est important, puisque sur le Val d'Oron, nous avons maintenant un itinéraire de grande randonnée, le GR33, qui est en fait la voie de Vézelay qu'on a retravaillée de façon à ce que ça passe par Bourges et on puisse après aller sur le sud par Plapied, par d'autres villes. Donc ce point me semblait quand même stratégique, même si je sais que pour avoir suivi à une époque les problèmes de restauration, de rénovation de l'auberge de jeunesse, je sais que c'est compliqué, mais en même temps, il y a un public qui est là aussi et un intérêt également à faire connaître cette auberge. Donc c'est une collègue de la ville de Bourges qui porte le projet et je crois qu'il y aura quelque chose pour répondre aux besoins de ce type de public en 2028. Je ne sais pas si monsieur le conseiller municipal veut parler là-dessus, peut-être plus habilité que moi. En tout cas, ça travaille. Non, autant, ce qui est intéressant et ce qui complète l'offre, c'est qu'effectivement, on a l'arrivée de 3 étoiles et 3 étoiles plus, mais dans le même temps, on veut aussi travailler sur le tourisme social, c'est-à-dire que pour le coup, il faut qu'on soit en capacité d'accueillir tout le monde. L'auberge de jeunesse répond à ça, et donc pour le coup, elle est orientée vers le tourisme social et une capacité, y compris pour les jeunes, y compris, et on oublie un peu trop d'en parler, mais ça va aussi générer énormément d'emplois, et donc il faut qu'on soit en capacité de loger tous ces jeunes qui vont venir aider en cuisine, les extras et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette problématique, en tout cas cette précaution que nous avons pour arriver à lancer des projets d'ici 2028 qui répondent à l'ensemble de la demande. Donc ça, c'est en place. Le marché est en cours, l'auberge de jeunesse est programmée pour ouvrir bien avant 2028. Et donc voilà, cette offre-là est complète. Peut-être juste un tout petit point, si tu me permets, Ludovic. Bien sûr que l'attente est forte sur 2028 et bien sûr que quand vous verrez le programme, vous allez vous apercevoir que c'est d'un foisonnement absolument spectaculaire. Il n'empêche que ce qui fait l'attrait d'un établissement, y compris pendant le printemps de Bourges par exemple, c'est ce qu'on y provoque, c'est ce qu'on y fait. Et quand il y a quelques années, on avait quasiment éliminé l'ensemble des animations en ville, c'est-à-dire que pour le coup, les patrons de bar disaient « je comprends pas, il y a personne chez moi ». Quand on a un DJ devant chez soi et que personne ne s'arrête, c'est pas la faute du printemps de Bourges, c'est la faute de l'offre et de ce qu'on a proposé à voir. Ce qui va être intéressant en 2028, c'est aussi l'ensemble des initiatives privées pour dire, eh bien, chez moi, de Bourges 2028, ce sera ça. Parce que j'ai envie de faire ça, parce que je veux monter une expo chez moi, parce que je veux proposer quelque chose dans ma rue, parce que, avec des amis, j'ai envie de... Et c'est ça qui fera que l'ensemble des acteurs pourront aussi en profiter, et à Bourges, bien sûr, mais surtout tout autour. Parce que pour le coup, si on veut déplacer un certain nombre de visiteurs et dire la seconde nuit, on en a besoin parce que vous n'avez pas vu ça, il faut qu'on ait aussi une offre qu'on puisse présenter. Ça porte la question du support aussi.
Et ça, c'est une vraie question qu'ont réussi un certain nombre de villes autour de nous. Aujourd'hui, quand un certain nombre de touristes viennent à Bourges, qu'est-ce qu'ils ont sous les yeux quand ils profitent d'un hébergement et qu'est-ce qui leur dit en 2028, il y aura ça. C'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on arrive à réfléchir en disant c'est maintenant qu'on doit capitaliser et leur dire la prochaine fois que vous viendrez, c'est dans 3 ans maintenant, presque 2. Donc on a effectivement à créer aussi un certain nombre de supports qui vont être utiles à dire vous, à partir de maintenant, actez qu'en 2028, vous revenez à Bourges. Là, il y a un petit boulot, il y a une régie, il y a un financement aussi à trouver. Bref, on est au début du chantier, mais mon Dieu que c'est passionnant. Merci, bravo. Pour conclure, j'aimerais aussi rajouter que cette année, on fait un focus particulier sur l'hôtellerie parce qu'il y a des événements particuliers qui inspirent le territoire et que l'on ne crée pas un hôtel aussi simplement que une chambre d'hôte ou un meublé de tourisme parce qu'on aura aussi besoin de l'hébergement chez l'habitant qui devra bien entendu être calibré, être régulé, on est tous d'accord avec cela, mais on a aussi besoin de camping, d'auberge jeunesse, ça a été dit il y a quelques minutes. Donc c'est toute une typicité et une gamme du 1er jusqu'aux 5 étoiles, puisqu'il y a aussi des projets de 5 étoiles qui sont annoncés sur le territoire. Il y en a déjà qui sont sortis de terre je pense, sur le Grand Sancerrois notamment. Et cela va être effectivement des facteurs clés de succès pour répondre à des attentes de clientèle éco ou premium. Donc ça va être une gamme très large de clientèle qui va arriver en fonction des manifestations qui vont être proposées par Bourges 2028. Et ça me permet de faire une transition toute utile pour accueillir notre prochain intervenant et surtout vous remercier, vous applaudir de vos différentes interventions. Merci, messieurs.